Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 13 octobre 2021. Bienvenue à cette vidéo qui est dédiée aux matières premières et aux fondamentaux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder comme d'habitude 4 matières premières. Nous allons débuter par le pétrole, plus particulièrement le Brent. Nous allons passer par la suite aux métaux, en commençant par le palladium pour enchaîner sur l'or. Et nous allons terminer par une matière première agricole, le maïs. Commençons donc par le pétrole, car il y a beaucoup de choses à dire sur l'or noir. L'or noir qui marque de nouveaux sommets d'après la pandémie. Est-ce que cette hausse va se poursuivre? Nous sommes, en tout cas concernant le Brent, juste en dessous des niveaux de 2018. Donc pour le moment, la prochaine résistance est aux alentours des 90 $ le baril, dernier rempart avant les 100 $. Concernant le marché à terme, la courbe forward présente une forte pente. On notera également la différence de spread entre les contrats qui était de 1 $ en début de semaine, alors que sur 12 mois, cette différence est de 8 $. On va voir ce que cela implique, ce que cela a impliqué historiquement. Alors d'un côté, des prévisions d'hyperinflation aux États-Unis sont apparues et cela pourrait aboutir à une hausse des cours du pétrole pour aller chercher les 140 voire 180 $ le baril. Mais d'un autre côté, ce sont des niveaux qui semblent complètement irrationnels face notamment à la destruction potentielle de la demande, à la situation très fragile de la demande à l'heure actuelle. On notera que Woodmac souligne que 80 $ le baril était auparavant considéré comme un niveau de demande destructeur. Alors actuellement, en raison du déplacement de la demande de gaz vers le pétrole, le niveau de demande destructive pourrait avoir été déplacé vers le haut. Donc effectivement des niveaux qui peut-être semblent pour le moment assez irrationnels, mais on pourrait effectivement aller chercher 100 $ le baril prochainement. Et Saudi Aramco, de son côté, promet de fournir davantage de pétrole aux raffineries asiatiques. Et en parlant de l'Asie, nous allons aborder le charbon, car il y a un lien entre charbon et pétrole. La Chine a fermé 60 mines de charbon à cause d'inondations. Et donc, cela entraîne un transfert de la demande vers donc le pétrole et le gaz. Donc d'un côté, cette fermeture de mines de charbon en Chine à cause d'inondations entraîne la hausse des cours du charbon, mais de l'autre, cela entraîne également la hausse des cours du pétrole et du gaz parce qu'il y a une hausse de la demande de pétrole et de gaz afin de pallier à ce manque de charbon. Donc voilà concernant le lien entre le charbon et le pétrole, un lien que l'on a déjà abordé lors du point de marché hebdomadaire. Alors, on note tout de même que la Chine avait ordonné à 72 mines d'augmenter leur production de charbon, même les plus nocifs pour l'environnement, dernièrement, et ces mines ont quand même respecté les limites fixées par les réglementations environnementales. Alors, à noter également, il y a des conflits entre l'Australie et la Chine la Chine a mis en place un embargo non officiel sur le charbon australien et la Chine se retrouve à présent en manque de charbon. On notera également que l'Iran souhaiterait plus d'investissements et de produits étrangers contre du pétrole. Voilà pour les différents points d'actualité concernant le marché pétrolier. Le marché pétrolier a connu beaucoup de mouvements dernièrement. Nous sommes sur un beau rallye. Il y a eu beaucoup de nouveautés, notamment suite à cette crise énergétique. On va commencer par cette différence de spread. La différence entre les contrats à 12 mois a déjà dépassé les 8 $ le baril. Donc, faut savoir que par le passé, précédemment, lorsqu'on allait chercher ces 8 $ le baril, cela indiquait qu'on avait atteint le pic de la demande à court terme. Donc, la situation est assez contrastée, des éléments qui plaident en faveur de la hausse, des éléments qui plaident en faveur d'une baisse, et effectivement un pétrole trop cher serait destructeur de demande. Une partie de la demande serait détruite à cause d'un pétrole beaucoup trop cher. Cependant, la hausse pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, mais il faut garder en tête que pour le Brent, on atteint un niveau assez important, et c'est cette zone de résistance entre 85 et 90 $ qu'il faudra franchir
franchir, une zone qui ne sera pas aisée de franchir, à l'image de cette oblique baissière. Souvenez-vous, nous l'avions abordé à maintes reprises, une oblique baissière qui relie les différents sommets. On a échoué la première fois, on est allé chercher le bas du canal haussier avant d'aller s'y attaquer une seconde fois et de parvenir à franchir cette oblique baissière. Ce sera un peu la même chose peut-être pour cette résistance. En tout cas, on a l'impression que les cours du Brent ont du mal à la casser. On est en train de s'attaquer à cette zone et si on la franchit, la porte sera ouverte pour aller chercher les 90 voire les 100 dollars le baril, des niveaux qui pourraient être surpassés même pour aller chercher des 140 le baril, même si à l'heure actuelle cela nous paraît assez improbable. En tout cas, voilà où nous en sommes d'un point de vue technique. Un retrait des cours du pétrole peut être envisagé. Quel sera le catalyseur baissier? C'est la question. En tout cas, d'un point de vue technique, grosse résistance en vue. Cette zone entre 85 et 90 dollars, il sera assez compliqué de s'en affranchir. Et donc, on ne peut pas exclure la possibilité d'un repli pour prendre un nouvel élan et aller s'attaquer à nouveau à cette résistance. Voilà pour le marché pétrolier. On passe sans plus tarder au palladium. Au palladium qui a des fondamentaux inchangés. Pourtant, on a pu constater un rebond considérable avec des fondamentaux donc, qui ne changent pas. Et Nornickel qui abaisse considérablement ses prévisions de déficit pour cette année de 0,4 à 0,5 millions d'onces à 0,2 voire 0,3 millions d'onces et pour 2022 de 0,7 millions à 0,3 millions d'onces. Donc un déficit qui se réduit considérablement. On notera que Nornickel couvre environ 44% de l'offre de palladium. C'est un des acteurs majeurs de ce marché. Il faut savoir également que le secteur automobile représente 83% de la demande totale de palladium. Et on sait à peu près quel est l'état du secteur automobile à l'heure actuelle face notamment à cette pénurie de semi-conducteurs. Donc 83% de la demande totale de palladium en provenance d'un secteur qui est en grande difficulté, c'est ce qu'il faut comprendre. On notera également que le responsable des ventes de la société minière russe indique que la demande ne reviendra à la normale qu'en 2023. Donc, voyez un petit peu les fondamentaux et on verra par la suite le rebond. D'un point de vue concrètement, concernant les ventes de palladium en 2021, on s'attend à un même niveau que celui de 2020 pour s'élever à 2,6 millions d'onces. Et donc, c'est quand même une baisse de 12% des ventes si on se base à l'année 2019. Et la société vend une grande partie de ses stocks cette année et elle prévoit de reprendre la production dans les mines précédemment inondées. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y aura un impact des coupures d'électricité que l'on a également abordé lors de précédentes émissions. Et ben, cela aura un impact également sur le palladium. Ce qu'il faut savoir, ça aura un double impact. Tout d'abord, du côté de l'exploitation minière qui est très énergivore. L'exploitation minière demande énormément d'énergie. Donc, effectivement, ces pannes d'électricité pourraient donner un coup, si je puis dire, à l'offre. Et donc, les pénuries d'énergie d'une manière générale, notamment en Asie, pourraient entraîner une stagnation de la production dans le secteur automobile, donc donner un coup du côté de la demande. Donc, les pénuries d'énergie auront également un impact direct du côté de l'offre avec l'exploitation ou indirect à travers le secteur automobile sur les cours du palladium. Donc voilà pour tout ce qu'il faut savoir concernant ce métal. Nous allons voir à présent ce rebond, un rebond qui n'a pas d'explication fondamentale. On est aux portes à l'heure actuelle d'une résistance majeure, 2250 dollars, et entre 2250 et 2300 dollars. Alors, est-ce qu'on va aller chercher cette résistance avant de se replier, si on en croit à la géométrie de marché, selon la stratégie de l'overbalance, vous voyez, selon cette stratégie, le marché a tendance à répliquer les amplitudes de mouvements précédents. Si on se base sur ce mouvement-là, effectivement, il est tout à fait probable que l'on aille chercher les 2250 voire 2300 avant de se replier, avant d'aller s'accorder avec les fondamentaux du palladium. Il est tout à fait possible également que l'on n'aille pas jusqu'aux 2250, que l'on ne parvienne pas à se hisser au-dessus des 2150, et c'est le retracement de Fibonacci à 23,6%. C'est la résistance à l'heure actuelle. Donc,
Très difficile d'imaginer en tout cas un palladium qui va jusqu'à sa moyenne mobile longue. Pour le moment, ce que l'on peut envisager, c'est éventuellement un test des 2250, voire 2300 $ qui pourrait être un point de retournement, de retour à la baisse plutôt, parce que la tendance est baissière depuis peu. Donc voilà pour le palladium. Nous allons passer à présent au métal jaune. Alors, pas beaucoup de choses sur l'or, à part d'un point de vue des ETF qui continuent à être vendeurs, mais il y a tout de même une légère reprise hein, du positionnement spéculatif. On fait face à des rendements obligataires qui sont en nette hausse et ça laisse présager tout de même une baisse potentielle des prix de l'or, et nous avons un dollar américain qui ne cesse de gagner du terrain. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à remettre en question le début du tapering en novembre, étant donné la faiblesse des données sur le marché du travail en septembre? À voir, certains en tout cas pourraient l'envisager. Certains intervenants sur le marché de l'or pourraient penser qu'il n'y aura pas de tapering pour le mois de novembre, et donc agir en conséquence sur le marché de l'or. Après, effectivement, concernant la faiblesse des données sur le marché du travail, certes, il y a eu moins de création d'emplois non agricoles, mais il y a d'autres éléments, notamment le taux de chômage, la masse salariale, qui viennent confirmer la robustesse du marché du travail. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de se contenter du chiffre principal concernant le NFP, et essayer d'aller au-delà, de voir les autres données, et ensuite, on peut se permettre de tirer des conclusions. Donc, voici les ETF. On retrouve ici les avoirs des ETF en jaune, et on le voit, c'est la vente hein, qui continue de prendre le dessus sur les ETF. Une tendance qui se poursuit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher un prochain support, qu'on va aller chercher ce niveau des 1690 hein, que l'on a abordé? En tout cas, ce qu'il est intéressant de noter par rapport au T-Note, par rapport au 10 ans, c'est cette énorme divergence qui est en train de se creuser. On avait constaté une divergence similaire lors du mois de mars. Vous voyez ici dans l'ellipse rouge. Et par la suite, hein, cette divergence a été complètement annulée, si je puis dire. Et donc le T-Note s'est réajusté au cours de l'heure. Donc, est-ce que c'est le T-Note qui va s'ajuster, ou est-ce que c'est l'or qui va aller chercher éventuellement les 1690 $ l'once? À voir. En tout cas, le scénario d'un gold qui se replie sous les 1700 $ avant de repartir à la hausse est un scénario valable. Je pense même que c'est le scénario le plus probable, et en tout cas les ETF semblent le confirmer. On passe à présent à la seule matière première agricole de la journée, le maïs. Pas mal de choses à dire également sur le maïs. On est dans un range entre les 500 et les 550 cents par boisseau. Il faut vraiment une sortie définitive, une cassure d'une de ces bornes pour avoir un mouvement plus important. Alors, concernant la saisonnalité sur 15 ans, on est peut-être à l'aube d'un mouvement majeur haussier, mais concernant la volatilité sur 5 ans, on pourra avoir des semaines à venir qui restent mitigées. Donc, à voir. En tout cas, il faudra surveiller la sortie de notre range, pourrait nous aider à trancher. Si on casse les 550 cents par boisseau, la probabilité est forte de voir un nouveau rallye sur les cours du maïs. En plus, on a un retour de la part des spéculateurs. Donc, effectivement, cela laisse présager d'habitude un prochain sell-off. Donc, concernant la qualité du maïs aux États-Unis, alors une qualité très très faible, hein. S'il y a un mauvais temps comme l'année dernière, les récoltes pourraient être décevantes, et cela pourrait être un carburant pour l'éventuel prochain rallye haussier. Je le répète, si et seulement si on cassait les 550 cents par boisseau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'il y a 3 phases hein, pour la culture du maïs, hein. S'il y a des agriculteurs qui nous écoutent, ils doivent le savoir parfaitement, hein. Moi, je n'en sais pas grand-chose. Je connais simplement ces 3 phases: végétative, formation des organes reproducteurs, et développement et maturation des grains. Alors, l'année dernière, la phase végétative, donc la première phase, a été tardive. Par la suite, il y a eu des inondations, ensuite de la neige, et donc cela a empêché d'avoir une récolte complète du maïs, et cela a entraîné un net rebond des prix. Alors, est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va avoir droit au même scénario? À voir. En tout cas, d'un point de vue des exportations en provenance de Chine, elles sont en nette hausse. Exportation de matières premières d'une manière générale, mais cela inclut également les matières premières agricoles comme le maïs.
Donc, le maïs retiendra notre attention, hein, prochainement concernant les matières premières, car effectivement, encore une fois, la météo pourrait être décisive. Et comme nous l'avons dit d'ailleurs lundi lors du point hebdomadaire, cette année, la météo pourrait être décisive également pour les indices boursiers, hein, de par son impact sur les matières premières énergétiques. Donc, je pense qu'on portera une attention toute particulière aux conditions météorologiques cette année. C'est peut-être le début, hein, d'un nouveau rôle de la météo sur les différents marchés. En tout cas, cette année, elle sera décisive pour l'ensemble des marchés. Quand je dis l'ensemble des marchés, je parle bien entendu pour principalement les indices boursiers. Alors, vous voyez ici la qualité des récoltes de maïs qui a été relativement faible, hein, les 5 dernières années. On est aux alentours du plus bas sur les 5 dernières années. Ici, c'est le plus bas, ici le plus haut, ici la moyenne sur 5 ans. Et là, c'est la qualité actuelle. Alors, on pourrait avoir, en tout cas pour le moment, il semblerait que les conditions météorologiques seront aussi mauvaises cette année que l'année dernière. Donc à suivre, ce sera en tout cas ce qui décidera du sort des cours du maïs. D'un point de vue technique, vous voyez, on est on est dans un réel range. Il faut aller casser ces 550. Cette zone de résistance qui pourrait permettre au maïs de retrouver des couleurs. Alors, il y a un facteur qui vient freiner l'éventuelle évolution des matières premières agricoles, c'est le réal brésilien qui reste très faible. Donc, c'est ce qui freine les tentatives haussières des matières premières agricoles, mais ce qui sera décisif, ce sera bien entendu la récolte aux États-Unis. Et plus cette récolte a lieu tard, plus le rallye a des chances donc de prendre forme. Donc voilà, d'un point de vue technique, on voit clairement cette résistance. On voit également ici que nous avons un support, hein, c'est un retracement de Fibonacci, c'est celui à 50% qui maintient les cours. On a une petite mèche basse qui allait chercher les 516 par boisseau, mais on n'est pas allé plus loin. Donc on attend la sortie de ce range, cassure des 550, peut-être début d'un rallye haussier. Si nous avons une cassure des 500, dans ce cas-là, ce serait un repli, mais il faudrait que la récolte soit exceptionnelle et que les conditions météorologiques soient favorables. Et c'est sur ce que l'on va mettre un terme à cette vidéo matières premières et fondamentaux. C'était un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui n'a pas été publiée depuis assez longtemps. Donc on reprend avec un rythme hebdomadaire sur les matières premières et les fondamentaux. Très bonne séance de trading, très bonne journée et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.